Cette audition débouche sur une mise en examen. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert aujourd'hui avec Bruno Millienne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député MoDem des Yvelines. Bonjour Elsa Fossillon, députée communiste des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous. Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne. Benjamin Cauchy est enfin avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Porte-parole de Debout la France. Macron entend-nous ? Macron, réponds-nous. Voilà ce qu'on entend depuis quelques heures maintenant. Des slogans lancés, répétés depuis ce matin. C'est l'une des images du jour. Sinon, l'image du jour, celle de ces centaines de tracteurs qui convergent depuis le début de la journée vers le centre de Paris, bloquant au passage le périphérique, plusieurs axes routiers et les Champs-Élysées, puisqu'ils sont présents en nombre sur les Champs-Élysées. Ces agriculteurs, ils viennent des Hauts-de-France, de Normandie, du Grand Est, de Bourgogne-Franche-Comté, du département de l'Indre. Également, c'est votre cas, Mathieu Naudet. Bonjour, président des jeunes agriculteurs de l'Indre. Bonjour. Vous êtes venu et vous exigez, si j'ai bien compris, de rencontrer Emmanuel Macron, c'est ça ? Oui, alors la première chose qu'on exige, tout d'abord, c'est que nos collègues agriculteurs qui sont bloqués dans différents bus là, dans le pourtour parisien puissent nous rejoindre parce que c'est pas des casseurs qui sont dans les bus, c'est des gens comme vous et moi qui sont là, enfin qui sont comme moi pour exprimer leur mécontentement. Les tracteurs qui... Et le deuxième point, oui effectivement, c'est le président Macron qu'on exige avoir une rencontre avec lui pour évoquer les différentes problématiques qu'on a à lui exposer. Mais qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Emmanuel Macron ? Ce qu'on a envie de lui dire à Emmanuel Macron, c'est qu'arrivé à un moment donné, il va falloir arrêter de nous mettre face à un tas de distorsions de concurrence qui mettent nos exploitations aujourd'hui dans des situations très périlleuses. Ce qu'on veut, c'est que les produits aujourd'hui qui ne respectent pas nos normes de production, qui ne respectent pas ce qu'exigent les consommateurs ne puissent plus rentrer sur notre territoire et que nous, on puisse vendre nos productions au prix où elles nous coûtent à minima et qu'on puisse couvrir nos coûts de production et puis qu'on puisse sortir un salaire digne de ce nom. Mathieu Naudet, on a aussi le sentiment que vous vous adressez un peu à nous tous. Vous avez le sentiment d'être les mal-aimés du pays ? Les mal-aimés, je ne sais pas. Ce qui est frustrant, il est vrai pour notre production, enfin pour nos agriculteurs, c'est de voir nos pratiques qui sont fustigées, alors qu'on est pour une nouvelle année vue comme l'agriculture la plus durable du monde et qu'on nous jette des pierres sans cesse. Donc ça peut plus durer. Je pense qu'il faut rétablir un certain nombre de vérités auprès des consommateurs. Les consommateurs sont totalement bernés parce qu'on leur raconte tout et n'importe quoi. Nous, on est là aujourd'hui aussi pour dire aux consommateurs, faites-nous confiance. Et puis, si on arrête d'importer des produits qui ne respectent pas nos normes, nous, on pourra conserver des exploitations qui sont viables et transmissibles et puis fournir l'alimentation dont les Français veulent. Merci beaucoup Mathieu Naudet d'avoir été en direct avec nous. La mobilisation qui se poursuit donc. Oui, je vous vois réagir, Nathalie Goulet. Oui, moi je suis élue d'un département très rural, l'Orne. Lundi, j'étais à un marché dans mon département. Les veaux sont à 80 €, c'est-à-dire le même prix qu'il y a 10 ans, avec tous les intrants, les coûts qui ont augmenté, etc. Donc moi je soutiens complètement le mouvement de ces agriculteurs, même si la perspective d'un blocage de Paris n'est pas particulièrement réjouissante. Mais il faut voir aussi dans quelles difficultés ils sont, le nombre de suicides qu'on a chaque semaine. Oui, mais j'ai envie de vous dire que tout le monde nous dit à chaque fois on soutient les agriculteurs. Sauf que la colère, elle est là. Bruno Millienne, vous qui êtes membre de la majorité et que vous ne parvenez pas à y répondre à cette colère. Alors c'est sûrement très complexe. Oui, c'est un petit peu complexe. Mais à un moment, il faut faire redescendre la pression. Elle ne redescend pas. Je vous signale quand même, au groupe MoDem, on avait signé une tribune, je me souviens, avec Nicolas Turquois et Richard Ramos, oui, pour fustiger un petit peu les pratiques de la grande distribution. La grande distribution, il faut qu'elle se méfie, parce que c'est eux aussi qui mettent à genoux nos agriculteurs, notamment sur le prix qu'ils payent les productions agricoles. À un moment ou à un autre, les consommateurs vont se détourner de la grande distribution. Ça a déjà commencé. Donc, messieurs, je leur dis, jouez le jeu des accords qui ont été passés dans Egalim. Ça s'est pas fait l'an dernier.
La loi venait d'être votée, donc peut-être qu'il y a eu des couacs, effectivement, au moment des négociations. La loi Là, alimentation, en l'occurrence, oui. la loi Egalim. Là, en Et quoi, ils se l'occurrence- trompent de combat, c'est ça que vous êtes en train de dire. Ils se trompent de cible, non, les non, agriculteurs, quand ils parlent. Ils veulent rencontrer Emmanuel Macron, mais vous vous dites, il Non, faudrait. non, je dis pas ça. Je dis qu'il y a ça déjà. Il faut qu'on paye leurs produits le juste prix. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Ça a été cité en exemple. Et moi, on peut pas me taxer d'être pro FNSEA, hein. Mais ça a été Premier cité en syndicat exemple. agricole, la FNSEA. Ça a été cité en exemple par Christiane Lambert. Et là, je la soutiens là-dessus. Sortir dans certaines grandes surfaces, on ne cite pas de marque ici, mais chacun reconnaîtra la marque, du steak haché à 6,75 € le kilo, c'est juste un scandale. Et ça, il faut taper au portefeuille la grande distribution qui ne respecte pas les clauses des contrats qu'on a voulu mettre dans la loi Egalim. Ça, c'est la première chose. La Et quoi, deuxième ils n'ont chose... pas appliqué votre loi? Pour l'instant, mais la grande distribution, non, pour l'instant, moi, je considère qu'ils sont hors la loi. Voilà, je vous le dis carrément. Je n'ai pas peur de le dire. Deuxième chose, l'agribashing. Il faut arrêter. Oui, ça, on va en parler. Il y a ce Il faut sentiment de arrêter mal-être qu'on absolument. appelle Il faut que les gens qui font de l'agribashing aillent sur les exploitations, Ah oui. voir comment ça se passe. Ils n'y vont pas. Donc à partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas savoir comment ça se passe. Elsa Faucillon. Non, mais on a là une profession à bout de souffle. Il y a de nombreuses mobilisations ces dernières années parce qu'ils sont sans revenus, parce qu'ils n'ont pas de perspective d'amélioration et d'avenir. Nous, parmi les propositions que mon groupe avait fait, il y a celle qui avait été normalement votée à l'unanimité en 2017 et puis qui n'a pas trouvé suite malheureusement, mais on va continuer sur les retraites aussi des agriculteurs, Oui. avec une proposition au minimum, une pension à 85% du SMIC, parce qu'il y a déjà très peu de revenus pendant l'activité, mais alors les perspectives pour la suite sont vraiment absolument terribles. Et puis moi, je veux bien que chacun soutienne. Mais ce qu'ils attendent, à mon sens, ce sont des actes. Et ils demandent du courage et de la volonté politique. Et donc, ils demandent effectivement que l'État s'affronte à la grande distribution. Il faut des prix planchers pour qu'il y ait des revenus dignes. C'est quand même une des seules professions qui ne maîtrise pas ses prix. Donc aujourd'hui, il faut permettre... Il y a plusieurs choses, et on va revenir sur l'agribashing, Oui. sur ce que vous appelez l'agribashing, parce que... permettre d'accompagner pour un nouveau modèle de production, un nouveau modèle de développement, moi je crois que ça ne peut pas s'appeler de l'agribashing. Donc il faut distinguer ce qu'on appelle ou non pas de l'agribashing. En tout cas, il faut aujourd'hui... Didier Guillaume, il a bon jeu, à mon avis, beau jeu de pouvoir dire je soutiens, mais Oui, ce qu'il lui il dit, je demande, soutiens, effectivement. c'est d'intervenir. Il y a le Parlement européen qui doit voter ou non un nouvel accord pour de l'importation de viande bovine, 35 000 tonnes venant des États-Unis à droit nul. Est-ce que les responsables de la majorité, qui représentent la majorité au Parlement européen, ils votent ça, oui ou non? Eh bien ça, c'est une question, ce sont des actes, et c'est ça qu'attendent à mon avis Benjamin Cauchy, je vous donne la les parole. Juste, agriculteurs. Bruno Billet, je repense à ce que vous me dites. Vous faites la loi et vous nous dites que en fait, la loi n'est pas respectée par la grande consommation. Enfin, c'est un peu kafkaïen. Oui, vous voulez que je réponde tout de suite? Non, mais parce que c'est quand même on le sait, il y a des centrales d'achat qui ont même déménagé leur siège social dans d'autres pays de France pour ne pas être obligés d'appliquer la loi. Donc voilà, la grande distribution, oui. Alors ils ne sont pas tous achetés par la fenêtre, mais il y en a qui ne respectent pas les règles. Et cela, il faut les taper. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Benjamin Cauchy. Oui, mais il y a le feu dans les campagnes. Il y a le feu dans les campagnes, et là j'entends autour de cette table, vous, monsieur le député de la majorité, parler tout de suite de la grande distribution. Et moi, quand j'entends le responsable de la FNSEA de l'Indre, ou peut-être des JA de l'Indre... Des jeunes agriculteurs de l'Indre. Des JA, voilà, des jeunes agriculteurs de l'Indre, j'entends surtout de distorsion de concurrence et de concurrence déloyale. Et là, c'est principalement les décisions qui ont été prises... On a parlé aussi des prix. Absolument, mais il y a deux volets. Donc, Il parle du traité de libre-échange aussi, là derrière. Oui, il a parlé donc, de ça aussi. le CETA, le Mercosur, tous ces traités, et Madame Faucillon vient d'en parler, les 35 000 tonnes qui vont être importées des États-Unis, toute cette concurrence déloyale avec des prix bas, des prix cassés, avec des normes environnementales que nous ne sommes pas en capacité de vérifier. Et dixit certains rapports au regard du CETA, notamment encore avec le Canada. Donc il y a une distorsion de concurrence. Deuxièmement, les États généraux de l'alimentation sont un échec. En tout cas, vous l'avez vous-même annoncé, et vous dites que l'État n'est pas capable, mais pas du tout ce que j'ai dit, monsieur. renforcer les équipes de la DGCCRF, de la répression des fraudes, pour faire en sorte que la grande distribution applique concrètement. Et puis enfin, regardez un petit peu, quand j'entends monsieur Guillaume qui dit qu'il soutient les agriculteurs, c'est juste du pompier pyromane. Donc aujourd'hui, toute cette communication de façade ne fonctionne plus, et si vous avez des agriculteurs dans la rue
rue. Et dans 10 jours, les images, d'ailleurs, vous aurez le reste de la France en dans la rue. Posez-vous les bonnes questions. En direct des Champs-Élysées, on voit ce mouvement qui est en cours et ce blocage qui continue, cette présence sur les Champs-Élysées qui continue avec un cordon de policiers tout autour. Nathalie Goulet ? Oui, enfin, moi je suis la seule là, sur ce plateau, à être vraiment élue d'un département hyper rural. Je voudrais aussi L'Orne, dire, en l'occurrence. L'Orne, je voudrais quand même vous dire qu'il y a aussi des grandes surfaces qui font beaucoup de travail sur les circuits courts, Oui, qu'il y a toute une politique qui se met en marche, notamment du lait équitable, etc., et que tout ça commence à fonctionner, que vous avez une qualité d'exploitation extraordinaire, et que moi j'encourage quand même nos amis parisiens et à venir voir ce qui se passe dans les exploitations pour voir le travail de nos agriculteurs. Donc, oui, alors, Nathalie Goulet, j'entends Goulet. le côté, les Parisiens ne comprennent pas forcément ce qui se passe dans les campagnes. Mais écoutez, vous allez prendre cet exemple, on va prendre un exemple, vous allez comprendre, au sujet de l'agribashing. Oui. Ce témoignage d'un agriculteur, écoutez ce qu'il raconte. Il raconte qu'il est insulté par les propres gens de son village aujourd'hui, même parfois menacé, notamment à cause de la question des pesticides. Et alors là, c'est pas une histoire de Parisiens qui ne comprennent pas les campagnes. Écoutez-le. Maintenant, on prend le principe de se lever de très bonne heure le matin, d'aller pulvériser le matin vers 3-4 heures du matin, et puis le soir très tard. Comme ça, vous croisez personne, vous embêtez personne. Les attaques le poursuivent jusque chez lui. Un matin, il reçoit une lettre anonyme où il est accusé de polluer une mare avec son fumier. J'ai constaté la présence de ce tas de fumier placé près de la route et présentant des risques d'écoulement. Ce père de famille s'inquiète aussi pour ses enfants. S'il y a un des parents qui dit fais attention à cet enfant-là, il est agriculteur, ça pourrait arriver un jour comme ça, que le mot agriculteur, ça devienne un gros mot. Oui, alors là, la détresse, elle n'est pas seulement financière, parce qu'évidemment, on parle, mais elle est beaucoup plus complexe que cela. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? On renonce à tous les arrêtés anti-pesticides. On a parlé des zones tampons. Sur les arrêtés anti-pesticides, c'est pas venu du gouvernement. 2, c'est venu d'une question d'une QPC qui a été posée, et là-dessus, on a demandé aux Français de réagir là-dessus. Moi, je veux simplement que les gens, avant de voter quelque arrêté anti-pesticides que ce soit, aillent voir comment c'est pulvérisé sur les parcelles autour de chez eux. J'ai fait l'exercice. Il existe 2 types de buses pour les céréaliers, des buses en pluie comme ça et des buses en gouttes. Et quand vous passez à côté, vous pouvez vérifier, on ne va pas au-delà de 10 cm. Alors, il faut arrêter les fantasmes. Alors après, peut-être qu'il y a des agriculteurs, mais comme dans toute corporation, qui épandent en dehors de toutes les règles, c'est-à-dire quand il y a un vent dominant qui vient vers la ville. Mais ça, oui, ça existe partout. Mais il faut arrêter de dire que tous les... Mais donc vous êtes en train de me dire quoi ? Que là, on va trop loin, par exemple, sur les questions des pesticides, qu'il faut revenir à des choses plus raisonnables, il faut qu'on remette la science. Moi, je ne l'invente pas. Hein. 5-10 cm, c'est l'ANSES. C'est pas moi, il faut qu'on remette la science au cœur du sujet et qu'on aille voir comment nos agriculteurs travaillent. Elsa Fossillon. Moi, ce que je crois, c'est que les agriculteurs sont les premiers touchés par ces pesticides et qu'on voit chez eux, dans leur profession, un très fort taux de certaines maladies, comme les lymphomes, par exemple, ou comme la maladie de Parkinson, et qu'ils font partie de celles et ceux qui ont très, très fortement ces maladies-là. Et que beaucoup, aujourd'hui, d'études, en tout cas, montrent qu'avec les pesticides, il y a un lien de cause à effet. Donc, ils en sont les premières victimes. S'ils en sont les premières victimes, leurs voisins en sont aussi très souvent les premières victimes. Je ne dis pas pour autant qu'évidemment des actes malveillants vis-à-vis d'un agriculteur sont à cautionner, mais qu'il y ait de la colère, de l'interrogation. Et aujourd'hui, elle est très forte. Et je crois que c'est salutaire qu'aujourd'hui, des gens s'intéressent justement à ce qu'ils ont dans leurs assiettes, à comment c'est produit. C'est une des questions du 21e siècle aujourd'hui, savoir ce que nous allons produire et comment produire. Et sur les arrêtés antipesticides, je le dis puisque ma ville, la ville où je vis... Mais que les gens aillent voir, on ne peut pas tous se déplacer tout le temps dans les campagnes. La ville où je vis a pris cet arrêté. La ville où je vis a pris cet arrêté. Sur quoi vous vous basez si vous n'allez pas voir comment les gens travaillent ? Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, mais la première des réalités, c'est d'aller voir comment les gens travaillent. Aller voir comment les gens travaillent est une chose extrêmement importante, et en tant que député, nous tentons chacun, je l'espère, de le faire, que ce soit dans nos circos ou ailleurs. La question, c'est que quand vous avez des gens qui sont malades, c'est pas parce que vous avez été voir l'agriculteur d'à côté que ça change quelque chose aujourd'hui aux chiffres d'enfants malades, d'adultes malades, alors qu'ils habitent en proximité. Alors qu'on voit toujours la mobilisation
mobilisation des agriculteurs. Oui, alors d'abord, si vous voyez, entouré de CRS. Encore une fois, les efforts qui sont faits pour maîtriser tous ces produits, les agriculteurs n'ont pas du tout l'intention d'empoisonner la population. Et il y a aussi une communication générale totalement alarmiste et complètement disproportionnée qui fait que les gens ne font plus la distinction. Mais encore une fois, moi j'appelle quand même à la modération compte tenu du travail qui est fait et des efforts qui sont faits précisément pour une politique qui a beaucoup évolué ces dernières années en fonction d'un développement durable et qui est tout à fait normal et qui est tout à fait accepté par l'ensemble des agriculteurs qui font ces efforts-là. Les efforts sont faits. Benjamin Cauchy. Ouais, j'ai travaillé plus de 10 ans en assurance sur le marché agricole. J'ai rencontré des exploitants qui avaient 500 hectares, j'ai rencontré des éleveurs de brebis au fin fond des Pyrénées qui galéraient comme pas possible. L'agriculture française, elle est riche, elle est diverse. Et si on ne s'attelle pas, à la science et au respect de la science, et là je partage complètement votre point de vue, on ne fait qu'embêter les agriculteurs. Alors s'il y a des bobos qui ne supportent pas le bruit d'un coq, qui ne supportent pas le bruit des canards dans les Landes, c'est une affaire de bobos, le problème de l'agribashing. Non mais attendez, qui ne supportent plus l'odeur du purin ou du fumier dans une campagne. Mais arrêtons, pardonnez-moi, mais arrêtons d'emmerder les agriculteurs. On suit le mouvement des agriculteurs. Ils sont prêts à suivre les règles qu'on leur donne. Et on va suivre évidemment la prise de parole d'Édouard Philippe sur la question des retraites. On attend de la clarté. C'est prévu pour dans quelques instants. Ce sera en direct sur LCI alors que vous le voyez sur les Champs-Élysées, les agriculteurs sont toujours mobilisés. À tout de suite. Pour vous, qui êtes à la recherche de nouveaux candidats, et pour vous, qui cherchez un nouveau défi professionnel, l'APEC est là. Pour vous qui souhaitez être bien préparé pour faire passer des entretiens, et pour vous qui voulez réussir vos entretiens, l'APEC est là. Pour vous qui avez besoin de recruter de nouveaux talents, et pour vous qui voulez savoir quelles sont les compétences les plus recherchées, l'APEC est là. Partout en France, l'APEC est au service de chaque entreprise, de chaque cadre, pour faire avancer leurs projets. APEC, nous rencontrer, c'est avancer. Pour vous, amoureux du café, Carte Noire révèle ses espressos intenses et gourmands. Pour vos machines à capsules, quel que soit votre plaisir café, vibrez au rythme de grands cafés. Carte Noire, les plus belles couleurs du noir. Vendez votre voiture.fr. L'agence était à proximité de chez moi et facile d'accès. J'ai eu affaire à un personnel très qualifié. Plus de 70 agences en France, il y en a forcément une près de chez vous. Prenez rendez-vous sur vendezvotrevoiture.fr et revendez rapidement votre véhicule. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Et vous, ça vous fait quel effet de louer chez Sixt? Je suis un Américain. I am an American! Louer chez Sixt, ça va vous booster. Louez l'innovation chez Sixt avec la nouvelle BMW Série 3 Touring. Sixt. Il y a 6 mois, je faisais 80 kilos. Aujourd'hui, je fais 63 kilos et demi et ça a absolument tout changé. Au bout de 3 mois, Mathilde avait déjà perdu 10 kilos. Elle a continué. En 5 mois de programme Comme J'aime, elle en était à moins 14 kilos. Et 6 mois après, elle avait perdu 16 kilos et demi. Alors vous, lancez-vous et testez la première semaine. Vous verrez, ça marche. Alors appelez le 0800 324 324. 0800 324 324 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Oh, la belle vie. Avec René Coste Viager, nous avons reçu un capital et nous profitons d'une rente à vie pour nous et notre famille. René Coste Viager. Appelez gratuitement le 0800 960 900. 0800 960 900 pour une étude personnalisée. La belle vie. René Coste Viager. 39,99 € la lampe cinéma. Ne pas l'acheter, ce serait un drame. C'est la fête à la maison, la fourfouille. Excusez-moi. Tout à fait à la hauteur de 2016. Monsieur Préchac, votre voiture gêne sur le parking. Ah. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. C'est gentil. C'est gentil. Prête à tout pour essayer le SUV Peugeot 3008 et son moteur nouvelle génération. En ce moment, profitez de 5 000 € de prime génération 2020 pour l'achat d'un SUV Peugeot 3008. En ce moment, pendant le Black Friday, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme Peugeot.
Cette Crossback E-Tense 4x4, hybride rechargeable, 300 chevaux. Menen ne vous promet pas une journée sans problème, ou que la température finira par baisser. Menen vous promet juste qu'avec le déodorant tonique, sans alcool, anti-trace, efficace 24 heures, vous serez un homme avec une chemise toujours impeccable. Menen, pour nous, les hommes. Et découvrez tous les sticks Menen sans alcool. Une chose est sûre, il en utilisera toujours plus que vous. Ne perdez plus votre temps à essayer de le changer. Grâce à Sopalin sur mesure et ses feuilles adaptées à la taille de la main, utilisez seulement la quantité de papier nécessaire. Sopalin sur mesure. Découvrez ces maxi rouleaux, ils durent vraiment plus longtemps. Sylvain, d'ING, bonjour. J'ai perdu ma carte bancaire. Ok, monsieur Vito. Vous pouvez la bloquer, la débloquer gratuitement sur votre appli ING. Ah, c'est bien ça. Chez ING, la carte Gold Mastercard est gratuite. ING. Savourez un moment de pur bonheur, infiniment fondant. Lindor, par les maîtres chocolatiers Lind. Choisissez l'instant et fondez de bonheur. Arthur, c'est pas Versailles ici. Arthur, c'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. Arthur, c'est pas Versailles ici. Et donc en plus d'une énergie moins chère, on vous aide à moins consommer chaque jour. Ça vous intéresse? Bien sûr. C'est pas Versailles ici. Total Direct Énergie. Une énergie jusqu'à 10% moins chère et des services pour réduire votre consommation. Vous en faites déjà beaucoup. À nous d'en faire plus. Précision allemande et design affirmé. Qualité de finition et technologie embarquée. Innovation exclusive au service de votre sécurité. Ouvre la voie à la voiture de demain. Oui, c'est passionnant d'en parler, mais c'est encore plus passionnant de la conduire. Nouvelle Opel Corsa. Essayez-la chez votre concessionnaire Opel. Wow. Le débat d'LCI Midi, l'actualité en direct à double titre, vous allez le voir donc, avec d'abord cette mobilisation des agriculteurs dont nous parlions à l'instant, image en direct des Champs-Élysées. Ils sont plusieurs centaines réunis sur les Champs-Élysées. Vous voyez lourdement entourés par les forces de sécurité, les tracteurs ont convergé vers la capitale depuis tôt ce matin et une partie de ces tracteurs bloquent également le périphérique parisien. Ils demandent à rencontrer Emmanuel Macron, ces agriculteurs. Et puis de l'autre côté, le palais des Élysées, à quelques centaines de mètres de là, c'est le jardin d'hiver, le pupitre est prêt. Pour qui? Eh bien pour Édouard Philippe, qui doit prendre la parole sur les retraites. Et alors on nous promet de la clarté. Bruno Millienne, tout le monde se réjouira d'avoir un peu de clarté sur ce dossier des retraites. Vous étiez, je crois, hier autour du Premier ministre. Absolument. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Confidentialité, non, je plaisante. Non, les choses sont assez simples. D'abord, cette réforme... Ah, si les choses sont simples, déjà, ça commence bien. Les choses sont assez simples. Déjà, cette réforme des retraites, elle se fera. Parce que je mets au défi quiconque de nous dire que le régime universel n'est pas le régime le plus équitable qu'on puisse mettre sur la table. 1 euro cotisé offrant les mêmes droits, je ne vois pas ce qu'il y a de plus équitable au monde. Aujourd'hui, notre régime est injuste. On parlait des agriculteurs. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui n'ont pas 500 euros de retraite par mois, qui tournent entre 500 et 600 euros. Demain, dans le projet de loi... Ça changera. Bah oui, dans le projet de loi, ça c'est prévu et ça sera maintenu. 85% du SMIC. Il ne pourra pas y avoir de retraite inférieure à 85%. Moi, je vais vous trouver des gens déjà autour de la table qui vont contester l'idée même que c'est la réforme la plus juste. Vous le savez. Première chose, universalité. Deuxième chose, universalité n'égale pas uniformité. Parce que les gens s'imaginent, parce qu'on va mettre un régime universel en place, qu'on ne pourra pas travailler catégorie de travailleurs par catégorie de travailleurs, qu'on ne pourra pas reconnaître la pénibilité, qu'on ne pourra pas, pour la transition vers ce régime-là, travailler avec les différents régimes. C'est faux. Si on a mis autant de temps à travailler, et vous nous posez la question
Souvent, on nous a dit pourquoi trop de temps, c'est flou, etc. Si Delevoye a travaillé autant d'heures, a fait autant de concertations, plus de 300 heures de concertation, il y a eu plus de 150 réunions citoyennes sur le sujet, et si on met effectivement du temps à sortir les choses, c'est parce que on veut les faire en concertation. On ne peut pas nous reprocher sur cette retraite qui est très importante. Elle engage la France pas pour 5 ans. Elle engage la France pour 50, 70, 100 ans. On ne va pas faire cette retraite sur un coin de table. Il est venu vous dire... non, il n'est pas venu nous dire ça. Vous êtes venu l'écouter. Ah bon, alors mais qu'est-ce qu'il est venu... Non, mais on est d'accord là-dessus. Il nous a rappelé ça. Mais nous le MoDem, la retraite par points, on plaide dessus depuis plus de 10 ans. Donc c'est pas une chose qui nous paraît totalement déconnante. Au contraire, nous, on va dans ce sens-là. Et nous, ça aurait été grave. J'ai toujours pas compris ce qu'il vous a dit, Édouard Philippe. Il nous dit, la première des choses, c'est l'affirmation, et ça on avait besoin de l'entendre aussi, qu'on fera cette réforme. D'accord, vous en doutiez peut-être à un moment? Non, pas du tout. Moi, personnellement, non, parce que je ne vois pas, au bout d'un moment, quand on promet les choses, il faut les faire. Et je ne vois pas, notre régime de retraite actuel est à bout de souffle. Il a été fait dans les années 50 pour une population masculine qui avait une carrière longue. C'est faux. Et il vous a dit quoi d'autre? On laisse tomber la clause du grand-père, par exemple? On oublie, on l'enterre? La clause du grand-père, alors ça, je ne sais même pas pourquoi elle est sortie, c'est une belle bêtise. Et il vous a dit quoi là-dessus, Edouard La clause du grand-père, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il vous a dit ça hier? Mais moi, non, attendez. Est-ce qu'il vous a dit ça hier? J'espère qu'il va le préciser, mais la clause du grand-père, il ne peut pas y en avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites une réforme que vous reportez à la Saint-Glinglin dans 70 ans, mais les gens ne comprendraient pas. En tout cas, nous, on s'opposera à ça si la clause du grand-père ressort. Ça, c'est déjà un élément, une information. On précise la clause du grand-père qui porte très mal son nom au demeurant. Oui, ça suppose d'appliquer la réforme à ceux qui entreront demain sur le marché du travail. Mais attendez, quand on dit ça, écoutez bien ce que je dis quand même. Universalité n'égale pas uniformité. Ouais. C'est-à-dire que chaque catégorie, branche par branche, on va travailler pour les convergences. Il n'est pas question d'imposer à une date fixe, sauf pour ce qui est possible, une convergence totale. Il y a des gens, il faut qu'on travaille la question des pénibilités, il faut qu'on travaille la question des revalorisations salariales pour des fonctionnaires, notamment ceux de l'éducation nationale. Tout ça, c'est sur la table. Et je vous signale aussi ça se fera au cas par cas. Qu'aucun syndicat, même la CGT, aucun syndicat n'a jamais quitté la table des négociations. Benjamin Cauchy. Ils n'ont pas participé à toutes les négociations à la CGT. Mais Monsieur le député... Ils ont fait plus de 22 réunions. Monsieur le député... Ils l'ont dit ce matin. Monsieur le député, la prochaine fois que vous dînez avec Édouard Philippe, vous pourrez lui dire qu'une grande majorité... On a travaillé. Vous avez travaillé, très bien. C'est bien. La prochaine fois que vous verrez Édouard Philippe, vous pourrez lui dire que cette réforme ne se fera pas, puisqu'une grande majorité des Français ne la veulent pas. Mais la prochaine fois que je verrai Édouard Philippe, je passerai le message, mais elle se fera. Je vous ai écouté avec attention, tout simplement parce qu'il n'est pas uniquement question des régimes spéciaux dans cette réforme des retraites. Il y a aussi tous les gens qui sont au régime général, qui, dans le privé aujourd'hui, ont un calcul de leur retraite sur les 25 meilleures années, qui vont se retrouver avec un calcul sur les 43 meilleures années. Dans le service public, c'est exactement la même chose. Et le système par points, prenons un exemple extrêmement concret. Instaurer en Suède. Vous ne faites qu'agiter des peurs. Mais je n'agite pas des peurs. Un an et demi où M. Delevoye a rencontré les syndicats. Effectivement, à chaque fois, ils ont discuté. Pourquoi ils sont tous dans la rue? Pourquoi tous les syndicats sont dans la rue? Expliquez-moi pourquoi tous les syndicats sont dans la rue. CGT, CFDT, UNSA, parce que ça fait tomber CFE, CGC, l'ensemble des syndicats sont dans la rue, monsieur le député. C'est vrai que le MEDEF n'est pas dans la rue, vous avez raison, et c'est ça qui nous inquiète. Effectivement, où il y a 2-3 points d'achoppement sur lesquels on peut revenir. Mais c'est pas 2-3 points d'achoppement. Je vous donne un exemple, monsieur le député. Une femme avec 2 enfants qui gagne 1 250 € de revenus, avec la nouvelle réforme, va perdre 1 600 € de retraite par an. Vous pouvez calculer ça? C'est une étude qui est sortie hier, mais c'est vrai qu'avec peu d'éléments concrets, mais c'est avec les systèmes de calcul que Delevoye a présenté, voyons. Mais comment vous pouvez calculer ça? C'est impossible, on n'a même pas... Donc ça veut dire que tout le travail que M. Delevoye a fait est caduque alors. Alors vous agitez les peurs, très bien, c'est votre boulot. On n'agite pas les peurs. Mais vous ne pouvez pas dire demain qu'il y a des gens qui vont perdre et d'autres qui vont gagner. Je n'agite pas les peurs. En revanche, vous êtes en train de vouloir diviser les Français. Qui vont gagner, c'est le minimum retraite. Pour tout le monde, ça, c'est 1 000 €. Vous êtes en train de diviser les Français lorsqu'on entend le président de la République dire que le 5 décembre, ce sont des privilégiés. Je vais vous laisser la parole. Que ce sont des privilégiés qui manifestent dans la rue, ce n'est pas vrai. Ce sont tous les Français, quelles que soient leurs convictions, qui seront dans la rue. Il y a des retraites, elles sont payées par vos impôts. Écoutez, moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, si la mobilisation qui se prépare grandit à ce point, c'est que les citoyens de ce pays ont compris qu'ils étaient tous et toutes concernés par ce projet de réforme, et pas simplement ceux des régimes spéciaux qui représentent 3% de la totalité. Donc ils ont compris qu'ils allaient être tous et toutes touchés. Ils ont compris une deuxième chose, à mon sens, c'est que
À partir du moment où on leur explique qu'il y a plus de retraités, et ils le savent qu'ils vont arriver, qu'il y a plus de retraités, mais qu'on ne touche pas à la grosseur de l'assiette, ils se rendent bien compte qu'effectivement, cette harmonisation dont vous parlez, le terme que vous avez pris, cette chose si équitable que vous vendez, elle était tout simplement impossible. C'est-à-dire que, au lieu, ils sont non seulement tous concernés, mais aussi tous et toutes perdants. Donc ils se mobilisent, et ce que je vois dans les différentes... Je termine. Oui. Ce que je vois dans les différentes, en tout cas, prises de parole ces dernières semaines, c'est qu'effectivement, il y a de la fébrilité politique de la part du gouvernement. Je ne sais pas encore ce que va dire Édouard Philippe, mais le fait de devoir régulièrement, en tout cas comme il le fait, prendre la parole en tentant de diviser les Français à la fois en termes générationnels, mais aussi en fonction de leur secteur de travail, c'est une fébrilité politique devant un mouvement qui se veut massif. Et d'ailleurs, la technique du catastrophisme, celle d'expliquer que on peut plus, ce système de retraite va exploser et qu'il n'est plus possible. Le catastrophisme, il est un peu des deux côtés, en l'occurrence. Mais qui explique ça? Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, à l'inverse de beaucoup de pays européens, on a moins que d'autres de retraités pauvres, même s'il y en a déjà trop. Mais il y en a moins qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que justement, on a un système de retraite qui est juste et solidaire. Il est juste et solidaire, et ce sont les réformes du même type que celles qui sont programmées par le président de la République qui les affaiblissent. Nathalie Goulet, je vous donne la parole. En attendant, on sent les syndicats revigorés. Écoutez, Philippe Martinez, à la sortie, vous avez dit qu'ils n'ont pas boudé les discussions, à la CGT notamment, alors qu'ils sont assez remontés. Philippe Martinez, à la sortie hier de Matignon, très revigoré, sûr de ses forces. Je n'ai pas dit qu'il était d'accord, il n'a pas quitté la table. Avec Djebari. Elle est gagnée, sa bataille d'opinion. Maintenant, il faut gagner la bataille pour le retrait de ce projet. Je pense qu'il devrait écouter avant le 5 décembre, plutôt que d'essayer de jouer un bras de fer ou un rapport de force, et après se plaindre ou essayer ou continuer à essayer d'opposer les Français. Ouais. Gagner la bataille de l'opinion, dit Philippe Martinez. Nathalie Goulet, est-ce que vous partagez ce point de vue d'abord? Et est-ce que l'abandon de la clause du grand-père dont nous parlait Bruno Millienne à l'instant est de nature à changer quoi que ce soit? Vous voyez bien que l'inquiétude est grande, et que le fait que le gouvernement n'ait pas une stratégie de communication qui soit vraiment claire, et que tout ce, comme pour le grand débat, je veux dire, le fait qu'on débatte et qu'on débatte et qu'on débatte, ça ajoute de l'inquiétude à l'inquiétude. Donc on ne peut pas reprocher à la population et aux citoyens d'être inquiets face à quelque chose qui est quand même fondamental dans une population qui vieillit malgré tout, c'est l'assurance de sa retraite, qui est quand même un problème sérieux. On parlait tout à l'heure de la retraite des agriculteurs, mais il y a d'autres sujets. Donc moi, je voudrais raison garder. Je pense que le fait que les syndicats aient ces discussions, ça va aussi revigorer les corps intermédiaires, et que c'est pas une mauvaise chose. Je pense que la démonstration du 5 décembre va être un test qui, à mon avis, emportera les convictions. En même temps, c'est pas la rue qui décide. Et pour l'amour du ciel, discutons quand on aura un texte en main. Voilà. Je veux dire, je pense que ça... Non, mais ça, on n'y peut rien si on n'a pas de texte en main. Enfin, non, mais d'accord, mais c'est agité. Non, mais d'accord, mais nous aussi, en tant que parlementaires, et si on peut l'avoir en même temps, ce serait aussi bien. Mais les Français demandent le texte pour savoir... Oui, mais c'est finalement nous qui les votons, et si vous voulez, les informations, elles ne passent pas par votre chaîne, aussi formidable soit-elle, elles passent d'abord par les corps intermédiaires et le Parlement. Donc, attendons, nous voyons l'inquiétude, on prend en considération l'inquiétude, on considère qu'elle est légitime, mais avant de se prononcer, on attend le texte. Alors on nous dit que Jean-Paul Delevoye devrait, c'était les informations de Julien Arnaud tout à l'heure, donner des conclusions entre le 11 et le 13 décembre, enfin 11, 12, 13 décembre, et puis que l'exécutif tranchera avant Noël. Mais il tranchera quoi, l'exécutif, Bruno Millienne? Mais là, alors le timing, on va laisser aussi le Premier ministre l'annoncer, parce que quand même, ils vont sortir de sa bouche que de la mienne. Mais incessamment sous peu. Le timing, effectivement, est à peu près dans ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire qu'effectivement, à mi-décembre ou fin décembre, au plus tard, il y aura effectivement une proposition de projet de loi qui sera faite, enfin en tout cas les conclusions qui seront tirées de la dernière vague de consultation qu'il y a eu notamment avec les syndicats. Et après, derrière, on va écrire ce projet de loi, et il faut qu'on s'attelle. Il y a une chose importante qui est importante pour nous. Là, je ne parle pas au nom du gouvernement, je parle au nom du groupe que je représente, le MoDem. Il y a une chose qui est importante pour nous, deux choses qui doivent se mettre. D'abord, effectivement, tous les différents régimes, puisqu'on en a 42, ceux qui peuvent converger facilement, on les fait converger facilement. Les autres, il faut vraiment qu'on travaille avec les représentants de ces régimes-là pour arriver à une convergence non pas subie, ou le moins subie possible, et en prouvant que effectivement, il n'y a pas de perte. Ça, c'est très important. Et troisième chose qui est très, très importante, et qui va avec ce projet de loi, sinon ça ne fonctionnera pas, c'est qu'il faut impérativement qu'on travaille avec les entreprises
pour qu'on trouve du boulot pour nos seniors, parce qu'à partir de 55 ans, si vous chutez, vous ne remontez pas à cheval. Ça, c'est sûr. Si vous perdez votre emploi à partir de 55 ans, vous avez beaucoup de mal à en retrouver. Et là, il faut qu'on travaille avec les entreprises sur des systèmes de transmission des compétences, etc. C'est pas vrai qu'à 55 ans, on est fini. On est peut-être un petit peu moins valide physiquement, mais on est au top de nos compétences. Et c'est pour ça aussi qu'on a poussé une tribune dans Le Parisien il y a une dizaine de jours pour appeler à une conférence sociale pour qu'on mette tout ça sur la table. Oui, pour l'instant, le gouvernement vous dit qu'il n'y aura pas de conférence sociale. Oui, mais ça ne nous empêche pas de la faire. Comme les manifs du 5, c'est ça ? Oui, écoutez. Mais quand je vous entends, en fait, j'ai l'impression qu'on repart. Vous me dites, on fait du cas par cas, on discute, mais on repart dans des négociations permanentes. Mais en fait, ça nous renvoie encore dans des mois. Vous avez deux façons de réformer. Vous avez deux façons de réformer, surtout sur les retraites où c'est important. Vous pouvez faire une réforme en disant, voilà, nous, on est très fort, on a pensé on met ça sur la table et on le vote. OK ? On le fait en 2 mois. Vous croyez franchement que c'est la bonne méthode ? Moi, je préfère qu'on ait passé du temps, énormément de temps, à consulter, à négocier, à voir ce qui était possible de faire. Comment on peut faire converger tout le monde vers cette réforme des retraites ? Parce que, encore une fois, on pense que c'est la bonne. Parce qu'on pense qu'effectivement, ce régime universel, c'est celui qui sera le plus équitable. Et parce qu'elle permet de financer la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Il y avait des chiffres dans Libération, un sondage hier, qui disait que 89% des Français estimaient qu'on était dans une crise sociale et qu'ils ont ce sentiment aussi peut-être exacerbé par ce flottement-là. Alors que les Français soient inquiets, c'est normal. C'est normal, parce que ça a pris du temps, parce que les messages qui sont passés n'ont pas tout le temps été clairs. Mais pour autant, il faut y aller. Oui, la vie est telle aujourd'hui que nos concitoyens, et on l'a vu avec les Gilets jaunes, ne supportent absolument pas l'inégalité. Donc l'inégalité en termes de vie active, c'est une chose, mais l'inégalité flagrante, en plus, au moment de la retraite, c'est la double peine. Oui. Voilà. Donc il faut aussi que cette réforme participe d'une égalité. Et on parlait il y a 1 minute des retraites chapeau et ce genre de choses. Je veux dire, il y a quand même, on parle de 600 € pour les agriculteurs et de 24 000 € pour les retraites chapeau. Donc vous voyez qu'il y a quand même des marges de progrès qu'on pourrait vraisemblablement améliorer. Elsa Faucillon et Benjamin Cauchy, alors qu'on attend toujours la prise de parole imminente d'Édouard Philippe. Ce qui permet de financer les retraites, c'est le travail, bien sûr, les salaires. Aujourd'hui, moi j'ai lu avec attention évidemment le rapport du corps qui tombe à pic quand même pour le gouvernement. Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites qui a été commandé par Édouard Philippe en juin alors qu'un rapport était déjà sorti. Ce rapport dont la presse a extrait essentiellement le déficit probable en 2025. Il faut regarder, fourchette haute, 17 milliards. Qu'est-ce qu'il dit dedans ? Parce que c'est important de regarder ce qu'il y a en dessous. Oui. Il dit que ça... C'est 17 milliards, c'est la plus haute, mais entre 12 et 17 milliards. C'est le résultat de quoi ? C'est le résultat du fait que il y a un gouvernement qui a décidé de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires et qu'il en reste 80 000 dans son projet à supprimer. Qu'il y a de la disparition, qu'il y a aussi un gel du point d'indice des fonctionnaires. Donc tout ce qui limite du service public, tout ce qui fait de la suppression d'emplois, qui fait que des salaires sont gelés, c'est ça qui met en péril le système de retraite. Donc on voit bien à quel point créer de l'emploi, faire en sorte qu'il y ait du service public, de l'augmentation de salaire, c'est ce qui permet ensuite de pouvoir financer les retraites. Donc ce scénario, cette espèce de scénario qui paraît irrémédiable, qui est présenté comme étant irrémédiable par le gouvernement, pour expliquer ensuite que non seulement vous n'avez pas de mauvais salaires, que non seulement vous n'avez pas de service public, mais qu'ensuite il va falloir surbir à travailler plus longtemps et avoir des plus mauvaises retraites, c'est insupportable. C'est un scénario qui ne vaut que par une légende, qui est un choix politique et auquel nous pouvons mettre un terme. Et c'est pour ça que je serai présente le 5 décembre, parce que je pense qu'il faut mettre un terme à cette réforme qui nous présente un modèle de société totalement à bout de souffle et contrairement à revers des potentiels de ce siècle. Pas tout à fait exagéré. Benjamin Cauchy. Ce qui importe par rapport à ce régime des retraites, pardonnez-moi, c'est de relocaliser le maximum d'emplois. Il faut qu'on rentre des recettes. Ça, c'est le premier point. Les travailleurs détachés ne nous aident pas, par exemple, à rentrer des recettes supplémentaires au niveau des retraites. Les concurrences déloyales qui agissent au quotidien sur le territoire national et l'absence de patriotisme économique ne favorisent pas de faire entrer des cotisations dans les caisses de retraite. Et enfin, une véritable politique de natalité, une véritable politique de relance de la démographie. Vous allez nous dire qu'on est à 2 et que ça suffit. Non, ça suffit pas. Il manque des actifs. Donc, concentrons-nous sur la France et arrêtons de taper sur les Français et de les faire culpabiliser au quotidien. C'est la stratégie d'Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat. Faire culpabiliser les Français, diviser les Français.
Puis ajoutons que les retraités, quand même, ont déjà été bien attaqués par ce ça, gouvernement. Ils sont pas concernés par le c'est les retraités de demain qui sont concernés par... Non, attendez, je termine. C'est pas ça, c'est comment vous voulez aujourd'hui que les Françaises et les Français qui ont vu cette succession de réformes, on passe de l'ISF, les APL, mais aussi la CSG, comment ils peuvent croire un gouvernement qui arrive et qui dit on va faire de la justice sociale? Mais c'est une blague. Évidemment qu'ils n'y croient pas. Je suis d'accord avec vous sur l'inquiétude des Français. On ne peut pas la nier, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Ils sont lucides aussi. J'attends simplement, effectivement, la clarté qui va être posée par le Premier ministre dans on ne sait pas combien de temps, mais ça va venir. Très vite. Et sur votre raisonnement, vous basez votre raisonnement uniquement sur la fonction publique. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, le privé. Développé que ça. Mais d'ailleurs, le privé se met parce que votre gouvernement l'attaque particulièrement. Alors qu'on attend la prise de parole d'Édouard Philippe, j'ajoute, c'est une information LCI, vous le voyez en bandeau en bas de votre écran, que vendredi aura lieu une réunion à Matignon pour évoquer et anticiper les conséquences de la grève du 5 décembre. On s'organise au sein de l'exécutif en vue du 5 décembre et il y a une réunion aussi avec tous les ministres dimanche soir. On suit ce dossier de très près et on attend donc la prise de parole d'Édouard Philippe. Le Conseil des ministres est désormais terminé et le Premier ministre va s'exprimer sur ce dossier des retraites. Le pupitre est prêt, ne manque plus que le principal intéressé, en l'occurrence Édouard Philippe. J'aimerais que nous parlions encore un instant avant de retourner au palais de l'Élysée tout à l'heure, du Mali bien sûr, l'enquête, les hommages, les premières questions également. Après la mort de 13 de nos soldats lundi soir, les boîtes noires ont été retrouvées, récupérées. Elles permettront d'apporter des réponses précises sur les circonstances de cette collision en pleine opération, vous le savez, contre des djihadistes. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'un hommage national devrait être rendu lundi aux invalides, à ces soldats, comme ça a été le cas, comme c'est le cas depuis plusieurs années déjà, malheureusement, effectivement, comme vous le dites, Nathalie Goulet, c'est devenu une tradition que cette manière de rendre des hommages ainsi aux militaires tués en opération extérieure. Et puis, il y a aussi des questions et des doutes qui s'expriment sur la nécessité de la présence française ou non au Sahel, au Mali. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, prend la parole pour dire ainsi, plus vite on sera parti, mieux ce sera. Jean-Luc Mélenchon. Puisque ces 13 morts nous interpellent, que nous nous demandions qu'est-ce que nous sommes en train de faire là et qu'est-ce que nous visons, qu'est-ce que nous voulons. La vérité est que plus vite les troupes françaises pourraient se retirer de la zone, le mieux ce serait. Plus vite on sera parti, mieux ce sera. Est-ce qu'il a raison, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie? Non, il n'a absolument pas raison. J'ai été longtemps à la Commission des Affaires étrangères et je vice-préside le groupe de l'Afrique de l'Ouest. Et ce qui se passe là-bas, nous avons une multinationale du terrorisme entre le Mali et le Burkina Faso. Le Burkina Faso est d'ailleurs en train de céder, la digue du Burkina est en train de céder face au Mali. Il se passe des choses. 2 de nos soldats sont morts au Burkina Faso ces derniers mois aussi. Oui, absolument. Ces dernières semaines, il en est mort beaucoup. La situation est absolument tragique. Donc la France a extrêmement bien fait d'y être. Elle a extrêmement bien fait d'y rester. Et ce qu'il faudrait, c'est évidemment que nos collègues et amis européens contribuent un peu plus à ces forces Barkhane et qu'on se rende compte à quel point l'Afrique nous est proche. Alors c'est pas du tout de l'ingérence, c'est de la protection et c'est très très important qu'on y soit, bien sûr. Elsa Faucillon, il faut la poser cette question, notre présence au Sahel? Alors, moi je vous avoue que je suis peut-être encore comme beaucoup dans ce pays, dans le temps de l'émotion, dans le temps de l'hommage. J'aurais pas forcément aborder cette question dans les premiers jours. Je le dis comme ça. Après, c'est un ressenti peut-être extrêmement personnel, intime, voilà, qui fait que je me sens encore dans ce moment-là. Pardon. Et donc, je crois que mon groupe politique a souvent posé les questions de notre présence, que ce soit pour nous les interventions militaires n'ont rien d'évident, jamais. Donc les interroger régulièrement. Et là, du fait d'une présence longue, mais aussi de critiques sur place, et du fait que la situation, elle s'est aussi aggravée depuis que nous y sommes. Je ne dis pas, et quand je dis ça, je ne dis pas de manière évidente qu'il y aurait un lien sur présence et accélération de la gravité. Mais de toute façon, la situation fait que nous devons nous interroger sur notre présence, sur les modalités de nos interventions. Mais permettez-moi de dire que voilà, je ne suis pas forcément hyper à l'aise pour aujourd'hui être extrêmement aussi radical sur les insoumis prennent la parole pour dire les choses ainsi, bien sûr. Et je pense que c'est heureux d'interroger toujours
je le dis, toujours une présence militaire et qu'il faut pouvoir le faire très régulièrement. Et au Parlement, je pense que nous ne le faisons pas assez, nous l'avons toujours dit. En revanche, permettez-moi de ne pas être très offensive aujourd'hui sur ce terrain-là. Oui, mais enfin, on répond aussi à l'interrogation de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, il y a une quinzaine de jours, nous avons un collègue qui est président du groupe d'amitié qui avait posé la question pour avoir un débat, parce que c'est toujours important que le Parlement débatte sur ces questions, y compris avec le budget des affaires étrangères, qui est certes meilleur, celui de la défense aussi, mais qui pose problème, et on va les aborder. Donc, évidemment, le temps du deuil et du respect est là, mais c'est pas nous qui avons lancé le débat. Je vous donne la parole, Bruno Millienne et Benjamin Cauchy, mais j'aimerais qu'on aille au Mali, retrouver notre envoyé spécial Jérôme Garot. Vous allez voir ce qu'il raconte, et il raconte notamment un sentiment anti-français de plus en plus exacerbé. Écoutez-le. Ouais, la nouvelle de l'accident est à la une de l'actualité ici, dans les journaux bien sûr, comme celui-ci, qui titre, vous voyez, sur les portraits des 13 soldats qui ont été tués, avec un éditorial assez inquiet, je vous cite, « Il ne faut pas que la lassitude de la guerre conduise la France à se désengager du Mali ». Il y a aussi eu des messages de condoléances adressés par les officiels maliens. Et à côté de tout cela, il y a aussi, il faut bien le dire, un sentiment un petit peu moins favorable à la présence française ici au Mali. On a un petit peu parlé avec des habitants ce matin et l'un d'entre eux nous disait finalement on ne sait pas si la France est présente ici pour nous protéger ou pour protéger ses intérêts. Vous voyez un petit peu ce sentiment d'impatience, plus de 5 ans après le début de l'intervention française. Tout cela alors que la situation sécuritaire continue de se dégrader au Mali. Voilà, et on pense désormais effectivement à nos soldats qui s'engagent, et avec ce sentiment anti-français qui de plus en plus exacerbé, Bruno Millienne, d'où la question de notre présence. Moi, je suis un peu dans le même état que Elsa Fossillon, là, du coup, par rapport aux 13 disparus d'hier. Ça a été un choc, on l'a bien ressenti à l'Assemblée nationale, et c'était pas fin. Je pense que dans l'Assemblée, il y avait une réelle émotion sur ces 13 tués, et je pense qu'il faut leur rendre hommage et avoir une pensée pour leur famille et pour leurs proches, parce que c'est un drame national. Ça, une fois la question posée, qu'on se réinterroge régulièrement sur notre présence dans les opérations extérieures à la France, je pense que oui, on devrait le faire au moins une fois par an dans les chambres parlementaires, soit la Chambre haute ou l'Assemblée nationale, de manière à ce qu'on effectivement débatte là-dessus. Ça me paraît intéressant. Après, vous voyez sur les réactions qu'il y a eu au Mali, qui sont un peu les mêmes réactions qu'il y a eu au Burkina Faso, qui sont deux pays qui sont en train peut-être de tomber entre les mains finalement des djihadistes. Vous n'avez pas les mêmes réactions au Niger. Si vous interrogez les Nigériens, ils ne vous diront pas la même chose sur la présence des Français. Et pourtant, la force Barkhane est présente aussi au Niger. Il faut quand même resituer le contexte. On est parti là-bas pour permettre au Mali de ne pas tomber entre les mains des djihadistes, d'accord, et d'être en capacité de se défendre eux-mêmes. Ça prend du temps. Visiblement, aujourd'hui, ils ne sont pas prêts. Moi, je ne peux pas parler du Mali. Je suis allé au Niger. Au Niger, ils nous demandent encore un petit peu de temps pour être prêts. Ça semble être le cas aussi au Mali. Et c'est compliqué, parce que les étendues à couvrir sont immenses. On a eu, malheureusement, je dirais pas l'exemple, mais en tout cas le cas de l'Afghanistan sur une présence longue, etc. Et on ne fait pas de comparaison, parce que, évidemment, c'est toujours extrêmement différent, mais en tout cas, ça doit nous interpeller sur des présences prolongées qui font que, évidemment... Et le résultat de ces présences prolongées, vous parlez de l'Afghanistan, par exemple. Il y a quand même une petite fuite en avant de l'Europe. Là, l'Europe ne nous aide pas beaucoup. C'est toujours la France qui porte l'effort sur les opérations extérieures, qui concernent quand même l'Europe, malgré tout, hein, pas que la France. Benjamin Cauchy. Oui, mais au-delà de ce deuil que nous partageons tous autour de cette table, moi j'ai envie de dire que ces 13 soldats ne sont pas morts pour rien, et que si la France est engagée, c'est bel et bien pour préserver la paix. Et on parle du Burkina Faso, nos troupes qui sont en base arrière à Ouagadougou, qui sont tant bien que mal protégées par les forces burkinabées, sont de plus en plus en difficulté également. Le Mali est en train de tomber, et toute cette bande du Sahel permet aux trafiquants et aux djihadistes d'aller se promener jusqu'au sud du désert libyen. Donc il est indispensable que la France reste présente. Et nous, chez Debout la France, nous tenons à soutenir ces soldats, puisque si nous n'arrivons pas à maintenir cette paix tant bien que mal, c'est un grand califat qui sera installé. Qui est déjà. Donc maintenons et contenons et combattons, continuons à combattre ce califat. Tout ce que nous ferons là-bas nous évitera des drames ici. Nathalie Goulet. Oui, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous, le groupe d'amitié a été l'année dernière en Mauritanie, au Burkina, au Ghana. Enfin, on a fait un petit tour de la situation. Et puis, il faut dire qu'à l'initiative de la Mauritanie, il y a eu le G5 Sahel.
Et que ce G5 Sahel ne rend pas du tout les services attendus, qui ont beaucoup de mal à s'organiser malgré les financements européens, etc. Tout ça ne fonctionne pas très bien. Et que donc, il faut bien se rendre compte que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest arrive chez nous. Je veux dire, on sert de barrière, de digue. Il faut vraiment faire très attention. Écoutez, peut-être une déclaration aujourd'hui, celle de François Hollande, l'ancien président, qui parle d'ailleurs sur ce sujet avant l'actuel président. Mais François Hollande, il est concerné parce que c'est lui qui a lancé les troupes au Sahel la première fois il y a plusieurs années. François Hollande qui assume aujourd'hui d'avoir pris cette initiative. Il a bien fait. Comme président de la République, j'ai pris la décision d'engager nos forces militaires au Mali. C'était en janvier 2013. Je mesure chaque jour la responsabilité que j'ai prise, car c'est une décision lourde que d'envoyer des soldats à l'extérieur de nos frontières pour une mission extrêmement difficile, qui était et qui est encore d'assurer la sécurité au Mali, de lutter contre le terrorisme dans toute la zone du Sahel et de nous protéger aussi. Mais cette responsabilité, je l'assume aujourd'hui encore, parce que il était nécessaire d'envoyer nos soldats pour éviter que le Mali devienne un État terroriste. Et c'était possible. Heureusement, on y est allé, Elsa Faucillon. Non, mais je suis désolée, je voulais intervenir avant, je répondrai à ça. Ce que je crois aussi, c'est que quand, évidemment, nous aurons à nous pencher, et j'espère que nous aurons à nous pencher sur cette intervention aujourd'hui au Mali, sur notre présence et les modalités de ces interventions, je crois qu'il est extrêmement important quand même que nous écoutions ce que disent aujourd'hui les Maliens et les Maliennes. Et donc, qu'il y ait aujourd'hui des doutes sur la poursuite de notre intervention, sur les résultats d'abord, et je pense qu'on peut partager le fait que les résultats sont évidemment pas au rendez-vous, mais sur la suite. Ils posent une question sur est-ce que nous sommes là pour les protéger ? Ou est-ce que nous sommes là pour d'autres intérêts? Et c'est une question qu'ils posent et qu'ils se sont posées dans le passé avec parfois des réponses qui étaient sur de la deuxième solution et pas sur la première. Et donc je crois que c'est important que nous puissions, y compris nous répondre, si la présence là-bas non seulement répond aux objectifs que nous étions fixés, mais aussi qu'elle ne soit pas évidemment là juste pour défendre des intérêts financiers présents sur ces territoires.